Pendant plus de 900 ans, nous avons été des héros en Sicile. Il suffisait de dire « je suis Tonarotto », pêcheur de thon à Favignana, pour qu'on vous témoigne un grand respect. Aujourd'hui, c'est fini. Les Tonarotti de Favignana n'attendent plus, chaque printemps, le passage de bancs de thon rouge. Ils attendent l'improbable retour du glorieux passé. D'abord, il y a Clémente, à mi-chemin entre Neptune et un surfeur taillé dans une souche. Et puis, il y a moi. On m'appelle Benito. Je regarde, j'écoute, je reste souvent à l'écart. Et enfin, il y a Gioacchino, le géant homérique, le cauchemar du thon rouge alias Tunus Tinus. Pendant des semaines, des mois, on avait travaillé à installer l'immense entrelac de filets. Et au printemps, on allait surveiller le grand piège. On attendait que Spataro, le Rais, le chef et la Santa Madre décident du jour de la pêche. Ici, on ne va pas chasser les bancs de thon. On les atteint. On attend que leur route passe à quelques encablures de Favignana. Chaque jour, Spataro se couchait sur son sonar bricolé maison pour observer le remplissage des nasses. Avec son faux air de De Niro et sa calculette au bout des doigts, il comptait les thons qui, venus de l'Atlantique pour leur saison des amours en Méditerranée, s'étaient laissés piéger dans le labyrinthe de filets. Tunus Tinus allait revivre son rendez-vous tragique, la tuerie, la matanza. Cette pêche n'existe plus depuis plusieurs années. Mais elle vit toujours dans nos têtes. La pêche au thon ici à Favignana est millénaire. Les premières pêches avec ces systèmes de filets fixes en Méditerranée, les madragues, ont été inventées ici, en Sicile. Et cette madrague de Favignana, on l'appelle la reine des madragues. C'était la plus importante. La pêche au thon faisait vivre ici entre 4 et 5 000 personnes. Aujourd'hui, tous ces gens sont morts ou partis, parce qu'il n'y a plus de pêche au thon. Et nous, ceux qui sont restés parmi les pêcheurs de thon, quand arrive le mois de mars, il nous vient une tristesse insupportable de ne plus aller à la Camperia, la Cambuse. Et tu sais pourquoi on l'appelle la Cambuse ? Parce qu'elle donnait à manger à toute l'île. C'est une immense tristesse. Quand on passe devant et qu'il n'y a plus la tonnara, c'est pas beau. Nous avions attendu durant des semaines que le piège soit rempli de thon. Et moi, je m'impatientais, comme tout le monde. Chaque jour qui passait faisait monter la tension. Et puis, un jour de fin mai, le Rais décidait. Domani c'è matanza. Demain, c'est la matanza. Et alors, une étrange vibration saisissait toute l'île. L'air lui-même devenait électrique. Et au large de Favignana,
Dans l'immense dédale de filets, plusieurs centaines de thons tournaient en attendant l'aube de leur dernier jour. Le lendemain matin, je prenais la tête d'une squadra, comme Gioacchino. Chaque geste, chaque action devait suivre le rituel ancestral. Tous les pêcheurs se mettaient en place pour former le carré de barques autour du dernier filet. Tout au bout de la succession des gigantesques nasses dans lesquelles les pêcheurs avaient fait progresser les thons par un savant système d'ouverture et de fermeture. L'ultime filet, on l'appelle la Camera della Morte, la chambre de la mort. Sous la direction de Spataro, nous remontions le dernier filet au rythme de l'Alcialome, le chant rituel des Tonnarotti. La barque du Rais est au centre de l'arène. La matanza peut commencer. Tout Noustinus a compris. Le manque d'eau est un très mauvais signe pour lui et la panique est déclenchée. Les premiers thons que nous gaffons sont les plus jeunes, des thons de quelques années, 30, 40 kilos. Et puis, quand les poissons de plusieurs dizaines d'années finissent par être remontés à la surface, alors nous devons parfaitement nous coordonner pour extraire le grand thon Noustinus. Les meilleurs pour soulever les thons de plus de 500 kilos, c'étaient Clemente et Gioacchino. La puissance du thon rouge est unique. C'est un animal très très fort. Il n'est pas méchant, mais c'est un énorme poisson d'une telle masse, d'une telle force. Et lorsque l'on pratique la matanza et qu'il faut l'extraire du peu d'eau qu'il reste, il se débat. Alors tu dois faire attention parce qu'un seul coup de sa nageoire caudale t'envoie ou bien à l'hôpital ou bien au cimetière. Il n'y a pas d'autre issue. Quand on fait la matanza, il y a du sang, mais ce n'est pas un spectacle de sang, c'est une pêche. Le thon est mon ami, mais je le pêche. Je le pêche parce que sans quoi je ne pourrais pas, je n'aurais pas pu nourrir mes enfants qui étaient petits et qui maintenant sont devenus adultes. J'aurais pas été capable de leur donner à manger. Le thon, ça a été toute ma vie, pendant 33 ans. À cette époque, nous faisions plusieurs matanzas chaque printemps. Chacune d'entre elles durait le temps d'une messe ou d'un match de foot, le temps que la couleur de la mer vire au rouge sang, récolte des fruits de plusieurs mois d'efforts et de patience.
Quand les derniers thons sont remontés, y compris les plus faibles, morts étouffés au fond du filet, sous le regard impassible d'un représentant du conglomérat japonais qui a acheté toute la pêche, la course vers Tokyo est lancée. Les délégués nippons ne lâcheront plus des yeux la précieuse chair rouge jusqu'aux ateliers de découpe de Trapani. Aux Siciliens, la tête, la queue, et rien d'autre. Le reste ne sera pas touché par d'autres mains que japonaises, les seuls capables, selon eux, de couper convenablement les filets destinés au sushi. À cette époque déjà, la conserverie de Favignana était fermée et nous ne mangions plus nos thons rouges. Tout ce que nous pêchions partait pour le pays du soleil levant. Aujourd'hui, toute la pêche industrielle, c'est-à-dire plus de 9 thons rouges sur 10 pêchés en Méditerranée, est destinée au Japon. Un marché affamé de thon rouge, surtout indemne de la pollution de Fukushima. Les ouvriers japonais ne font plus le déplacement en Sicile. Ce sont les thons qui font le trajet en masse compacte. La plupart le font dans les soutes surgelées des cargos qui les débarquent au marché de Tsukiji. 52 000 employés, véritable ville dans la ville, grouillante d'activités 24 heures sur 24, avec ses allées encombrées d'un bric-à-brac savamment organisé et son balai de transporteurs. Comme toujours, l'essentiel du business autour du thon rouge est invisible sous la surface. Ce sont les centaines de milliers de thons surgelés qui sont stockés à moins 60 degrés dans les entrepôts de Mitsubishi, de Toyota ou des autres opérateurs. Une matière première cruciale pour le Japon et un colossal enjeu financier. Et puis, il y a les thons exceptionnels. Ceux-là sont vendus frais, font le voyage en classe affaires dans une caisse de glace et sont amenés jusqu'aux meilleures tables des restaurants de sushi. Il s'agit là d'un poisson qui pèse au moins des dizaines de milliers d'euros. Avant, en Sicile, on tuait spectaculairement et les Japonais découpaient discrètement. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les thons sont abattus à l'abri des regards, mais pour découper, alors là, ils font tout un cinéma. Kiyoshi Kimura est un des rois du marché du thon rouge. Patron d'une grande chaîne de restaurants de sushi, il ne fait pas dans le style zen et dépouillé. Ce serait plutôt un samouraï tout droit sorti d'un film de Fellini. Un millionnaire capable de faire des gros coups d'éclat. Il y a 2 ans, il a acheté un thon aux enchères, 1 300 000 euros. J'ai perdu mon père quand j'avais 4 ans. Et ma mère nous a élevés seuls, moi et mes frères et sœurs. Et il y a un souvenir qui est resté profondément ancré dans ma mémoire. À l'occasion d'une fête, ma mère, qui adorait ça, nous a offert une petite tranche de thon rouge. Vraiment un tout petit morceau. Elle l'a rapporté ce petit morceau à la maison. Nous étions 4, donc on l'a coupé en 2, et puis encore en 2. Il ne restait pratiquement plus rien pour chacun. Mais ma mère nous disait que nous devions partager pour apprécier quelque chose. Et c'est vrai. Ce souvenir est resté imprimé en moi de manière très forte. Et je me suis dit ce jour-là qu'un jour, quand je serai grand, je voudrais être capable d'offrir à ma mère le meilleur thon possible, tout au long de l'année. Cette idée ne m'a jamais quitté. Démocratiser le sushi, le partager, oui.
Mais quand même pas gratuitement. Chaque partie de Tunus Tinus a une cote précise. Certaines, comme la ventrèche la plus grasse, au taureau, sont un must que les Japonais s'arrachent à des prix d'or. Kiyoshi Kimura est devenu une célébrité au Japon, un des rares businessmen du thon rouge à se montrer en chair ou en pixels. Comme toujours, il y a la partie émergée. Le Tokyo clinquant de Chenpuju, électronique, multicolore, futuriste. Et puis le Tokyo des affaires, plus austère, en ordre de marche, derrière les façades des buildings. Monsieur Kimura, la négociation se poursuit parce que le prix varie en fonction des taux de change. À mon avis, ce n'est pas la peine de faire une tentative à, disons, 250 €. C'est pas la peine. Il faut passer en yens. Et alors les prix seront différents. Et si le yen baisse encore, c'est profitable pour nous. D'accord, très bien. Alors on traite en yens. Et on n'a pas beaucoup de temps, il faut se dépêcher. Là, il faudra modifier le contrat. Je vais les recontacter de toute façon. Le sushi au Japon est plus qu'un mets délicat. C'est aussi un marqueur social, un signe extérieur de richesse, de séduction. On mange autant de la réussite sociale que du poisson cru en ingérant des sushis de Tunus Tinus. La sélection des meilleures sources de thon en fonction de leur destination finale pour des gammes de restaurants différents relève encore du cérémonial. Et Kiyoshi Kimura a le dernier mot sur tout. C'est lui le boss. Le thon rouge est bien une affaire globalisée, mondialement connectée. Bonne illustration de l'histoire du battement d'ailes de papillon. Quand le marché japonais est lové dans ce labyrinthe à déployer ses ailes, l'île de Favignana, qui a la forme d'un papillon, a vu les siennes coupées. Nous, les Japonais, nous offrons les dernières technologies et les techniques de pêche les plus avancées aux pêcheurs de la Méditerranée, pour que nous puissions travailler ensemble dans la même direction et qu'ils puissent mieux vivre. S'ils nous écoutent et acceptent nos méthodes, il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, s'ils restent scotchés à leur vieille tradition, s'ils font n'importe quoi et s'accrochent à leur vieille technique, ça peut poser des problèmes. Il y a sans doute des traditions qui peuvent survivre, mais elles doivent être modernisées pour permettre de gagner de l'argent et de travailler moins dur. Moi, je ne suis pas hostile au dialogue. Après, c'est à eux de décider.
On n'a rien décidé du tout. Il y a 10 ans, ces techniques de pêche industrielle ont vidé la Méditerranée de presque tous ses thons rouges. Les Matanzas ne rapportaient plus que quelques thons minables. Le patron de l'époque a jeté l'éponge et liquidé sa société. Alors, avec Clemente, Gioacchino et quelques autres, on a décidé de continuer la tonnara en montant une coopérative. Et ça a mal tourné. Faut qu'on se parle tous les deux. Et de quoi? On a des choses à se dire. En mars 97, quand on a créé la coopérative, 2 personnes plus heureuses que nous deux, ça n'existait pas. Nous, on y croyait. C'était une grande satisfaction. On a pu payer les pêcheurs et faire sourire cette île. Évidemment, il y avait aussi beaucoup de frais. Tout était vieux, détruit. Ça n'a pas été simple. Tu te souviens? Au début, on était 14. Après quelques semaines, il y en avait un qui avait des problèmes avec la banque, un autre qui disait qu'il était fauché. Lui, c'était sa femme qui voulait pas, et celui-là qui était revenu sur sa parole. À la fin, ils sont tous partis, et on s'est retrouvés tous les deux. On s'est embarqué avec des gens qui n'étaient pas corrects. Dis-moi, des dettes, toi, t'en as encore? En fait, finalement, on a payé à peu près 12 000 € chacun. Tu te souviens? Mais ils en voulaient 190 000. On leur a dit qu'on avait joué au poker. Putain, mais c'était pas un jeu. On donnait du boulot à des gars que personne n'aidait à l'époque. L'argent qu'on avait pu mettre de nos poches était loin de suffire. Alors on a cherché un investisseur. On a trouvé une financière. Ça n'a pas été une réussite. Alors il y a eu cette femme d'affaires qui est venue à Favignana en 2000. Et d'ailleurs, c'était ta faute. C'est toi qui l'as amenée. Au départ, je lui accordais toute ma confiance. Je l'ai aimée comme une sœur. Mais aujourd'hui, je maudis le jour où je l'ai rencontrée. Et c'est de ta faute. Je me le dis tous les jours. Misérable. Au départ, moi, je pouvais pas imaginer. Je me souviens quand elle a vendu les anciens bateaux de pêche. Je me souviens que le virement bancaire, c'est elle qui l'a encaissé sur son compte. C'est pas la coopérative. Quand on s'est enchaîné sur le port pour protester avec toutes ces belles phrases qu'on avait écrites, c'était quelque chose. Elle passait derrière et faisait semblant de ne pas nous voir. Elle était là, à ce moment-là, pour organiser ces fameuses régates, mais toujours pour prendre de l'argent. Toujours l'argent. La manifestation de Gioacchino et de Clemente sur le port contre la fermeture de la coopérative n'a pas ému grand monde. La loi du business n'est pas la loi de la mer. Les Tonarotti se sont à leur tour fait prendre dans les nasses successives des emprunts et des déficits. Elle m'a humilié. Elle m'a offensé. Et en plus, on a failli perdre nos maisons. Elle a ruiné 9 siècles de tradition de pêche au thon. Et elle a ôté le sourire au visage de Favignana. Ciao, Gioacchino. Ok. Ciao, Clemente. Lutter contre Tunus Tinus, voire contre les requins qui parfois se laissaient prendre dans les filets, ça on savait faire. Mais contre personne, ça, on ne sait pas. Le gros business du thon rouge, c'est la pêche industrielle qui a failli faire disparaître Tunus Tinus. Les thoniers seineurs, chasseurs en meute, ces très puissants bateaux, largement subventionnés, travaillent avec de gigantesques seines, c'est-à-dire des filets capables d'encercler la totalité d'un banc de thon. Un seul coup de filet
peut représenter $1 million. Alors quand les écologistes en 2010 ont mené leur campagne pour mettre fin au massacre, ça a été règlement de compte à OK Corral. Doucement! Non, mais... Oh, attention! Doucement, là, doucement! Finalement, les écologistes ont gagné. Et depuis 2010, des quotas extrêmement stricts sont imposés à tous les bateaux. Pour surveiller le respect de ces quotas, qui peuvent être atteints en quelques jours seulement, il faut carrément envoyer l'armée. C'est nous qui a fait ça Calais, d'après les informations dont nous disposons. Une autorisation de transfert serait en cours. Chef de car, écoute. Actuellement, il est bâbord 320. Bâbord 320. L'aviso-escorteur a repéré un tonnier qui vient de capturer un banc. Pour procéder à son contrôle, il va mettre à l'eau 2 embarcations rapides. L'une pour les inspecteurs des pêches, l'autre plus tard pour les plongeurs au moment du transfert. Les thons, en effet, sont désormais capturés vivants. Puis, dans un second temps, transférés depuis la Seine, le filet de capture, dans une cage à structure flottante. Cette cage, pleine de ces thons vivants, sera ensuite remorquée jusqu'aux fermes aquacoles, la plupart situées à Malte, où les thons seront engraissés pour satisfaire au goût des Japonais. C'est au moment de ces transferts que les thons doivent obligatoirement être filmés en vidéo pour être comptés et répertoriés précisément. Soleil de Victor. Écoute. Ils estiment l'ouverture de porte dans 1 heure environ. D'autre part, nous on restera à bord jusqu'à ce que tout le transfert et le visionnage des vidéos soit terminé. T'as reçu? Les pêcheurs sont pressés. Le jour tombe. Pas question pour eux de perdre une nuit. Ils vont effectuer le transfert en un clin d'œil. Et quand les plongeurs de la Marine nationale arrivent sur zone pour filmer et compter eux-mêmes, c'est fini. Trop tard. Les inspecteurs devront se contenter des images des pêcheurs. Pas très convaincantes. Ce ne sera pas conforme. Déjà, ça commence mal. Déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Peut-être qu'il y a des thons qui passent au-dessus qu'on ne voit pas. Hein. Bon, là, déjà, sur la vidéo, on ne voit pas le temps, la durée qui devrait... Mais pour moi, c'est pas validé. Non, puisque dès le début... Mais le pire arrive maintenant. Hein. Le pire arrive maintenant. Oui, bah oui, parce que... C'est pas ce qui se passe. Non, pas rien. On est tous d'accord, de toute façon, c'est non validé. Absolument. Vidéo non Ici, conforme. c'est quoi ça? Juste là, on perd le poisson, on perd tout. Il y aura un avis qui mettra cette cage sous surveillance. Où, quand, les choses sont toujours plus compliquées en mer que dans les couloirs de l'administration qui fixe les règles. Néanmoins, grâce à ces normes drastiques, les thons reviennent plus nombreux en Méditerranée. Tout le monde s'en réjouit et déjà les quotas ont été fortement revus à la hausse. Imaginons une situation où nous avons un stock qui n'est pas exploité d'une centaine d'unités. On le réduit à 5 par surpêche. Ensuite, on le laisse tranquille et il augmente à 10. Ça se passe pendant une dizaine d'années. Les pêcheurs, les jeunes gens, les chercheurs qui travaillent dessus, ils n'ont jamais vu autant de poissons. Et ils vous diront à la télé, ils vous diront, il y a plus de poissons qu'il y a une dizaine d'années. J'ai jamais vu autant de poissons. Et c'est vrai, ils n'ont jamais vu autant de poissons parce qu'ils sont jeunes. Et donc, le stock a doublé. Il a doublé, c'est incroyable, c'est bon, c'est des bonnes nouvelles. Mais ils oublient toujours ce qui était auparavant. Et ce décalage, ou cette perte, cet oubli, cette amnésie de la situation antérieure, elle se reproduit la génération suivante. Et donc, on a
Maintenant, on a l'habitude que le stock soit entre 5 et 10. Donc, s'il se casse la figure et il va à 2, eh bien, on sera content quand il remonte à 4. Donc, oui, les thons se portent mieux par rapport à il y a 5 ans. Ils se portent très mal par rapport à il y a 50 ans. Combien de thons rouges nageaient dans ces eaux il y a 12 000 ans? Quand les mains de nos ancêtres ont dessiné Tunus Tinus sur les parois des grottes de nos îles siciliennes. Lina, 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 lina. Lina, 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 lina. E le mammare dare a signorina. E le mammare dare a signorina. E le mammare dare a figlio caporal. E già si vestio Italia. Il y a 25 ans, quelques touristes venaient déjà à Favignana pour assister à la matanza. Je n'ai rien contre les touristes, mais rien pour non plus. Ce n'est pas mon monde. À l'époque, on pouvait les tenir à distance. Plus aujourd'hui. Désormais, la Camperia, le gagne-pain de Tonnarutti, ce sont eux. E queste erano le barche proprio di lavori sporche e anche pericolosi in se stesso. Ogni ancora ha 200 metri di cavo d'acciaio, inquinamento radioattivo. E allora se deve parlare la chiudiamo con tante tonne che abbiamo, arrivano qui, giorni fa ero veramente. Clemente, lui aussi, travaille avec les touristes. Mais du moins, il est resté en mer. Et pour gagner sa croûte, il doit désormais leur faire la cuisine. Ah, vino, aveva avuto vino. Drink wine? Si mangia e si beve a volontà. Mais le fossé entre eux et nous reste difficile à combler. Per una questione che c'è stata purtroppo devo Quant à Gioacchino, à force de raconter notre histoire, il se laissait parfois engloutir par le passé. Gioacchino est fait pour l'espace immense de la mer.
lui qui fut le dernier Raïs de Favignana. J'ai été le Raïs jusqu'en 2007. Et les gens me disent encore « Bonjour Raïs, ciao Raïs ». Dans les petits pays, les personnes qui comptent sont le maire, le médecin, l'instituteur, le brigadier, le prêtre. Ici, à Favignana, c'est le Raïs. Gioacchino a succédé à Spatarro au moment de la coopérative, car Spatarro n'a pas voulu faire partie de l'aventure. Ces deux-là, il ne vaut mieux pas qu'ils se croisent. À terre, Gioacchino se meut avec difficulté, comme un oiseau que ses ailes de géant empêchent de marcher. Cloué au sol, sous le poids de 1000 années d'histoire qui s'achèvent avec lui. Faute de poissons sauvages, pourra-t-on un jour élever le thon rouge entièrement en captivité comme on le fait avec les bars ou les saumons? Pour l'instant, seuls les Japonais sont parvenus à le faire. L'université de Kinki est la seule structure au monde à avoir réussi la reproduction du thon rouge. Ils en sont à la 5e génération et ont leur propre restaurant pour démontrer la viabilité économique de leur modèle. Mais quelle que soit la sophistication japonaise, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne fait pas de sushi sans casser des thons. Tous les tunus tinus servis au restaurant de Kinki ont croisé la route de Senichi Todo. Todo, c'est un peu le Gioacchino nippon, en plus frêle, mais en plus méticuleux et en plus discret. Au laboratoire d'aquaculture de Kinki, on tue sans façon, vite, méthodiquement, proprement. Todo est une gâchette infaillible. Ou presque. L'agonie doit être brève. Mais la préoccupation des Japonais n'est pas le bien-être animal. La manière de tuer change le goût du thon. Si, au moment de le tuer, il panique et s'agite, la température du corps augmente. Les tissus s'acidifient et la chair peut avoir comme un goût de brûlé si on la mange crue. Donc il faut le tuer d'un coup, avec un harpon électrique, le remonter à bord, le traiter aussitôt en stoppant l'influx nerveux. Et enfin, le refroidir aussi vite que possible. Tous les thons tués sont analysés. Et si c'est moins saignant que la matanza, ça saigne quand même. Le thon rouge possède un métabolisme bien supérieur à celui des autres poissons. Ce sang n'est pas perdu. Chaque thon rouge est identifié génétiquement par des prélèvements sanguins. Les scientifiques du laboratoire cherchent à décrypter le patrimoine génétique de leur élevage. L'objectif est d'accroître le rendement, donc de sélectionner les meilleurs poissons pour améliorer l'espèce, voire pour en faire une espèce nouvelle, un Tunus tinus domestique.
Nos recherches visent à améliorer la productivité, par exemple en sélectionnant les thons qui grossissent plus vite que les autres, ceux qui sont plus résistants, ou bien encore ceux qui digèrent mieux une nourriture alternative, notamment comme les protéines végétales. Notre objectif final dans ce travail de sélection est que nous aimerions que dans le futur, nos thons deviennent végétariens. Je pense que notre position par rapport à l'océan sera transformée comme cela s'est produit avec la domestication des animaux terrestres. Nous avons une longue histoire de domestication des animaux, comme les vaches, les cochons, les poules. Avant, on les chassait. Et notre idée de la nature était alors très différente. Je pense que la même chose est en train de se produire avec l'océan. L'université de Kinki vend ses alevins à des sociétés d'aquaculture comme Dainichi aux abords de l'île de Kashima. Est-ce que bientôt nous ne mangerons plus que des thons élevés comme des poulets en batterie? Ou bien au contraire, l'élevage complet permettra-t-il de préserver la population sauvage de thon rouge? Rien n'est moins sûr. En tout cas, cette technique n'aidera pas à réguler la surpêche des espèces fourrages comme les maquereaux, les sardines, etc. Car il faut 15 kilos de poissons pêchés pour faire grossir un thon de 1 kilo seulement. Et quand Tunustinus adolescent a faim, il a faim. Mais l'écueil principal de l'élevage de thon rouge, ce n'est pas l'alimentation. Ce sont les chocs et les collisions qu'ils s'infligent entre eux. 50%, c'est le taux de mortalité. À peu près la moitié des thons meurent dans ces cages. C'est dur. On voudrait bien essayer de faire baisser ce taux à 40, voire à 30%, mais on n'y arrive pas. C'est peut-être lié au nombre de thons. C'est difficile. Il faut continuer à réfléchir. Ils meurent à cause des collisions. Ils se cassent la nuque. Oui, ça c'est 90% des causes de la mort. Outre les centaines de kilos de maquereaux morts que l'on déverse par le haut de la cage, il y a aussi les dizaines de cadavres des jeunes thons que les plongeurs de la ferme, transformés en éboueurs macabres, doivent évacuer par le bas. Rien de tout cela n'est visible au-dessus de la surface. Le contraire de la matanza. Comme en Sicile, le tsunami de l'industrialisation de la pêche a fait des ravages chez les habitants de Kashima qui vivaient de la pêche côtière. L'arrivée de l'aquaculture a permis de redonner un peu de travail à quelques-uns des anciens pêcheurs restés sur l'île. Il y a beaucoup de choses en commun entre les pêcheurs de Kashima et les pêcheurs de Favignana. La vie rude et aussi cette aptitude à prendre la vie à bras-le-corps, à ne pas baisser les bras. Est-ce que la pêche est définitivement perdue à Favignana? Ou bien au contraire, peut-on espérer une renaissance de la matanza? Les normes européennes qui ont réglementé la pêche au thon ont négligé des aspects essentiels de la matanza. C'est une pêche respectueuse de l'environnement, une pêche durable
car c'est une pêche limitée, à la fois dans l'espace et le nombre de thons qui se font prendre dans le piège, et dans la durée, car on ne la pratique que durant quelques semaines, tout en faisant vivre de nombreux pêcheurs durant toute l'année. Donc, l'effort que nous devons faire, c'est de récupérer cette tradition. Plusieurs investisseurs se sont proposés et réfléchissent à la viabilité économique d'un tel projet, un projet de développement durable. Et nous sommes très vigilants parce que, notamment au regard de certaines expériences passées, nous voulons éviter de tomber sur des entrepreneurs sans scrupules pour qui le profit est l'unique objectif de ce redémarrage. Bien que toutes les femmes qui ont accompagné Clemente ne soient plus là, et qu'il ait échangé sa Moto Guzzi contre une Citroën Méhari, il ne faut pas dire « c'était mieux avant ». Il faut juste essayer d'éviter que ce soit pire demain. Ici, c'est la zone de la Matanza. Et quand je viens ici, que je regarde la mer, ça me rappelle le temps où, quand j'étais gamin, j'aidais à fixer les filets de la madrague. Quand je viens ici, ça me relaxe. Je me sens tranquille. Quand me viennent des idées bizarres, étranges, je viens ici et tout s'apaise. Avant, il y avait très peu de filets. Maintenant, avec tout leur système, plus ils prennent et plus ils veulent prendre. C'est ce truc moderne qui te pousse sans arrêt à prendre toujours plus, sans penser à demain. Avec ça, ils ont presque tout détruit. Non, ils devraient fermer toutes ces pêches industrielles et détruire ces énormes bateaux. Sûrement. Parce que, à mon avis, quand ma génération va disparaître, on mangera plus beaucoup de poissons sauvages. Parce qu'il ne restera plus rien dans la mer. Thon, vache, cochon, personne ne veut plus voir mourir l'animal que pourtant nous allons manger. Tunus Tinus nourrit nos corps, mais aussi notre histoire. L'histoire que forgeait le rituel que, depuis des siècles, les Tonnarotti suivaient à la lettre par respect pour Tunus Tinus. Nous racontions une belle histoire. Une histoire dans laquelle Gioacchino vit toujours. Lui qui vient régulièrement fleurir la tombe des anciens Rais. Tous ceux qui l'ont précédé. Et celle de certains de ses anciens compagnons, comme moi. Avant, je ne parlais déjà pas beaucoup. Désormais,
je ne dirais définitivement plus rien.